suis avec Pierre Lévesque de Vitre Expert, un franchiseur et une histoire assez incroyable d'entrepreneuriat. Alors, Pierre, j'aimerais ça que tu me racontes un peu comment ça a commencé ton affaire, ton aventure entrepreneuriale. Bien, depuis que je suis jeune, je veux absolument être à mon compte. Puis je dirais que peu importe quand je travaillais pour quelqu'un, je travaillais toujours dans l'objectif d'être à mon compte. Je me disais, il faut trouver une niche, trouver un besoin à combler. Puis comment ça a commencé? J'ai été dans l'automobile, dans les concessionnaires automobiles jusqu'à être... Tu faisais quoi? J'ai été vendeur, directeur des ventes. Chez quel concessionnaire, genre? Acura. OK. À quel endroit? Ici, sur la Rive-Sud de Montréal? J'étais à Saint-Hyacinthe, dans le temps qu'il y avait le boulevard de l'Auto. J'ai rentré, la TPS venait d'arriver sur les véhicules, la guerre du Golfe, la première commençait. Quelle année, ça? 91. 91, OK. J'avais 21 ans. OK. Donc, vendeur de char, 21 ans, à Saint-Hyacinthe, chez Acura. Oui. Quand même. Puis je connaissais pas l'automobile. OK. Même mon directeur des ventes, il se demandait comment ça se fait, j'étais là. Avait dit, on peut-tu s'installer dans la ville? Dis-moi les autos, là, quelle marque, modèle, américain, japonais. Oh, l'année, je ne pouvais pas... très difficile pour moi Puis j'ai appris beaucoup par passion. Tu sais, ma passion, c'est vraiment le développement, vendre, la relation client. Puis on a commencé dans un temps où tout le monde disait « tu aurais dû être là avant ». Puis finalement, ça a super bien été. Première année, très bien scoré. Et j'ai monté vendeur, directeur des ventes. Et j'ai eu un moment donné, quand j'ai fini premier directeur des ventes au Canada, là, j'ai eu des offres d'emploi pour être associé d'une concession, encore à Cura, à Trois-Rivières. Puis souvent, hein, dans les difficultés, il y a des opportunités. À ce moment-là, j'ai eu un... J'aime ça. Dans les difficultés, il y a des opportunités. Parce que ce qui est arrivé dans ce scénario-là, c'était le scénario parfait pour que je sois associé. Et j'ai eu une clause qui m'a fait sortir de là. Pourtant, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de résultat. Et là, j'ai pris une pause dans le but de me dire dans quoi je pourrais partir dans mes moyens. Donc, dans mes moyens a été d'emprunter de l'argent à un beau-père pour pouvoir partir mon premier commerce. T'avais quel âge à peu près, là? J'avais 25 ans. Quand même? Ouais. 4 ans plus tard, tout juste. Je partais mon commerce. C'était quoi ce commerce-là? Esthétique. Esthétique automobile? Oui. OK. Connaissant le concessionnaire, je m'apercevais que la partie esthétique, c'était la partie qui était négligée. Puis c'était à la hauteur des moyens que je pouvais investir. Donc, on a parti un commerce il y a 24 ans, là, ça fait 24 ans, il n'y a pas longtemps. Et on a commencé à développer... Je t'entends dire « on », donc tu n'étais pas tout seul. J'ai toujours été tout seul. OK. Donc, on, pour toi, c'est une façon d'exprimer ton équipe. OK. J'ai toujours été inclusif. C'est une valeur que j'ai toujours eue, que j'ai encore. Donc, pour moi, c'est on a fait ça ensemble. OK. Fait qu'on a parti de 5 employés à 88 employés. En esthétique automobile? Oui. Mon Dieu, qu'est-ce que tu faisais? Tu lavais des chars? Oui. On a aussi travaillé beaucoup à aller d'autres marchés, camions lourds, autobus, quand on passe à Drummondville, parce que mon commerce c'est à Drummondville, autobus Girardin, souvent quand on passe par l'avant, on voit un paquet d'autobus jaunes, là, mais c'est encore mes clients, c'est notre plus gros client. Donc toi, littéralement, tu envoyais des équipes volantes laver les autobus, oui, genre dans leur parking? Là, Soit dans leur parking, soit chez nous. Puis c'était dans le fond, trouver une solution de faire encore plus de sous, parce que les lieux que ça nous prenait, c'était des loyers qui étaient très chers, jusqu'à... On a bâti une bâtisse en 99. Et c'est là que l'idée de, bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher d'autres argent? Donc, l'idée de l'antirouille, l'idée de la vitre d'auto. Au début, je faisais de la vitre d'auto avec une petite bannière dans le marché. J'avais des succès que je comprenais pourquoi, parce que c'était moi qui étais là, mais que les autres ne comprenaient pas comment ça se fait, je le faisais. Je ne savais pas ce que je faisais. Je savais juste que maintenant, je suis capable de mettre un mot. J'interceptais les opportunités, mais dans le temps, mon lave-auto fonctionnait beaucoup. C'était pas un lave-auto, mettons, on rentre 2 autos, puis on attend, là. C'est un lave-auto à la chaîne, avec un convoyeur. On lavait 45 48 000 véhicules par année. Donc, dans un seul établissement? Oui. Ça me dépasse, là. J'aimerais ça comprendre, là. T'as un building, oui, les voitures arrivent sans rendez-vous, oui, et ils se branchent là, puis toi, t'en laves dans ce building-là, oui, à la chaîne, 48 000 par année. Oui. Oui, puis... ça, c'est 1000 par semaine. Oui. Mais là, on en lave plus. Ce que je veux mentionner, c'est qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, la difficulté de gérer une entreprise où tu as des convoyeurs et des humains faisait que mon volume diminuait. Donc, c'était très difficile d'avoir une qualité égale, avec une vitesse égale. Donc, plus ça allait, plus que cette difficulté-là montait. On a réinvesti il y a 2 ans. On a remis 800 000 en équipement à l'intérieur. Et là, maintenant, on travaille avec la technologie, une puce dans la vitre, ça coûte 19,95 $, lavage illimité, pas nécessairement besoin de personnel. On lave des journées. Ce qu'on faisait par mois, par année, excusez, on le fait par mois des fois.
On a des volumes, des fois, qu'on peut aller chercher 1 200 dans une journée, lavage de véhicules. Là, c'est un appareil, c'est une machine électronique qui fait ça tout seul. C'est comme un lave-auto normal, finalement. Normal, mais avec les meilleurs de toutes les technologies. Il y a eu le toucher, après ça, il y a eu l'aquajet. Là, le monde reste à l'aquajet parce qu'on va être sûr de ne pas maganer, mais ça lave pas bien. Donc, c'est un peu... ma comparaison que je donne tout le temps, c'est Tesla. Tesla, l'invention a été faite en 1800 quelque chose, et aujourd'hui, c'est une voiture très d'avant-garde. Ça reste, c'est quand même basé sur une technologie qui était bien pensée. Les lavotos, lorsqu'il y avait de quoi qui touchait au véhicule, c'était une bonne idée. C'est la matière qui touchait au véhicule qui n'était pas bonne. Donc, en mettant l'aquajet avant, en utilisant des savons qui ne sont pas acides, comme actuellement dans les aquajets, en mettant des savons neutres, et quand tu touches au véhicule, c'est seulement que le petit road film, la petite pellicule blanche, que quand on lave à la maison, qui reste une petite pellicule, cette pellicule-là ne peut pas graffiner. Donc, lorsque tu y touches avec le bon matériel, tu ne graffines pas. Et d'offrir ça dans un concept où là, la vitesse est importante et la capacité à l'heure. On peut laver 152, 170 autos à l'heure, tout dépendant de la séquence qu'on met. Donc, tu es capable de laver vite et prendre une grande capacité en même temps. C'est une technologie que tu as inventée ou c'est une technologie que tu as acquise? C'est dans n'importe quel domaine, c'est là qu'on voit, c'est toujours aller voir sont où les meilleurs dans le monde. Donc, c'est ce qu'on a fait. J'ai des partenaires maintenant à Montréal. Eux ont la même affaire à Montréal. Donc, on s'est déplacé à travers le monde, eux autres encore plus que moi, pour aller voir ce qui existait comme meilleur principe. On s'apercevait que dans le lave-auto ici au Québec, on parle avec un téléphone à fil, puis ailleurs dans le monde, ils parlent avec un téléphone intelligent qui a un GPS, dans le fond de notre téléphone qu'on a actuellement. Et la technologie entre les deux existe en même temps, mais on a un écart incroyable. Fait que c'est ce qu'on vient de faire. On vient de mettre cette technologie-là à Drummondville. Ça va me permettre de me libérer aussi parce que ma passion est beaucoup relationnelle. J'ai pas une passion juste transactionnelle. Quelqu'un qui va vendre une boîte, puis une fois que la boîte est livrée, le client est content, c'est pas mon genre à moi. Moi, j'aime bâtir, comme dans l'automobile, bâtir la relation. C'est-à-dire que le client, quand il va venir, bien, sur le nombre d'années, combien de gens sont venus année après année me voir, m'ont référé, m'ont suivi dans mes autres entreprises. C'est ce côté-là relationnel. Donc, ce business-là marche toujours, en fait. C'est ça que j'entends. Donc, puis tu es toujours propriétaire de cette entreprise-là. Tu as des partenaires aussi dedans? De Montréal. Pour me permettre justement de me consacrer 100 avec Fais-moi un portrait rapide. Aujourd'hui, donc, tu as un building à Saint-Hyacinthe ou à Drummondville? À Drummondville, qui lave les autobus et toutes sortes de patentes. Oui. Puis tu as un partnership avec une autre à Montréal qui fait la même chose, qui lave des parcs automobiles et des automobiles pour particuliers. C'est en plein ça. Ça s'appelle Lavoto Expresso. Eux sont à Montréal. On a mis le même nom à Drummondville. Ça m'a permis, moi, de me consacrer dans le développement de VitreXpert. À VitreXpert. Bon, parle-moi de VitreXpert. Quand est-ce que ça a commencé, cette affaire-là? Quand est-ce que c'est arrivé, cette idée? Ça partit avec une difficulté, encore une fois. OK. Je vais apprendre, le cerveau nous apprend, c'est plaisir ou douleur. À date, dans ma vie, j'ai appris par la douleur, mais là, je suis rendu à l'étape que j'aimerais apprendre par le plaisir. Ça existe aussi. La douleur a été que j'avais ma première bannière. La deuxième a été Dr. du Fabrice au début des années 2000. Et cette bannière-là était en plein essor avec des Fast and Furious, des films, la pièce automobile. C'était très attractif. Et j'ai été le premier à voir le look intérieur comme ils voulaient le bâtir. C'est arrivé dans un temps, en même temps dans ma vie, que je devais absolument me séparer parce que je me séparais de la mère de mes enfants avec qui j'avais l'entreprise. Il fallait que je laisse aller un peu des choses. Donc, j'avais trouvé l'acheteur pour le Dr. Dupabrise qui a opéré dans mes lieux, puis qui, à un moment donné, a sorti des lieux. Et là, j'avais un besoin, évidemment, à ma bâtisse. Il fallait que je rentabilise mon pied carré. Fait que ça a parti vraiment avec une difficulté. Il fallait que je trouve une façon de faire de l'argent pour payer le remplacement. Et j'ai parti VitreXpert avec aucune idée de faire une bannière avec. Donc, je me suis ramené à qu'est-ce que j'ai appris de mes deux bannières de Vite d'auto, qu'est-ce que j'ai comme vision ou comme feeling, la fameuse instinct, et j'ai fait ça. Et on a débuté de cette façon-là. On était vraiment... Tu as dit quelque chose, j'aimerais ça t'entendre élaborer. Tu as dit c'est parti avec aussi une difficulté personnelle, je dirais, là. Mais il y a aussi une opportunité de marché qui s'est présentée à toi là-dedans. Là, pourquoi VitreXpert et non un café ou une brasserie? Tu es parti dans ce domaine-là parce que tu as senti qu'il y avait un besoin, il y avait un manque, qu'il y avait quelque chose à combler? Bien, je m'apercevais que souvent, les gens à qui je parlais de la vitre d'auto, ça part du besoin, ça prend un client qui a un véhicule puis qui a une vitre d'auto cassée. Donc, à partir de là, moi, le fait qu'on lavait beaucoup de véhicules, j'en voyais souvent. Et je m'apercevais que souvent, dans ce nombre-là, il y en a plusieurs qui n'avaient aucun intérêt à la faire changer. Puis, aussitôt que j'expliquais pourquoi tu devrais le faire changer, ils disaient oui. Donc, j'en venais pas. Je tombais pas dans un monde compétitif. J'avais pas quelqu'un qui me disait « fais-moi un prix ».
On n'était pas là pantoute. Donc, toi, ce qui est intéressant, c'est que tu t'es rendu compte qu'il y a plein de gens qui avaient le pare-brise brisé. En leur jasant, tu leur faisais réaliser qu'il y avait un besoin, en fait. Il était présent, ce besoin-là, mais il ne se manifestait pas sous cette forme-là. En jasant avec eux autres, bon, ben dis-moi, qu'est-ce que tu leur disais pour que du coup, ils aient envie de changer leur pare-brise, qu'il y avait une craque dedans? Ce que j'ai remarqué, c'est tant que la personne n'est pas sensibilisée à pourquoi il devrait le faire, il n'y a rien d'autre que tu peux dire. Même si tu lui dis, je vais te faire un prix, même... Non, parce qu'il n'y a pas le besoin, en fait. Il dit, regarde, moi, c'est une scratch, je suis capable de vivre avec une scratch ou une fente dans mon pare-brise, je suis capable de vivre avec ça, je m'en sac un peu du look. Alors, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas me dire pour me dire, il faut que je change mon pare-brise? Je suis curieux, là. J'expliquais le rôle du pare-brise. Souvent, on va parler du SRS, que tout le monde voit SRS, système de retenue de sécurité. Ouais, les airbags, hein? Ouais. Bien, SRS, c'est un système de retenue de sécurité. C'est pas seulement juste les airbags. Non. Le système, c'est 3 éléments. La ceinture, coussin gonflable et pare-brise. Ah, parce que le côté passager, le coussin gonflable, lorsqu'il se déploie dans la vitre. Fait qu'il faut que la vitre soit saine. Si la vitre est mal installée, si la vitre est cassée à plusieurs reprises, souvent le coussin gonflable va sortir par la craque. Donc, tu penses que tu es complètement protégé, tu as un accident, toi, au volant, tu es correct, mais côté passager, on se met à risque, comme la plus belle comparaison que je donne, ceinture déchirée. Mettons un exemple, je coupe 50 de ta ceinture. Est-ce que toi, Serge, tu vas la faire réparer ou tu vas dire... C'est sûr. Bien, la vitre, c'est identique. Si tu dis oui à la ceinture, c'est la même affaire que la vitre, parce que tu cours le même risque. Une ceinture déchirée, à 50 c'est un accident. Tu as des chances que le 50 qui reste là va te protéger. Comme la vitre a des chances qu'elle va retenir. Donc, ce que tu dis, en fait, c'est que les clients n'avaient pas conscience que c'est pas une raison esthétique. Non. Pour réparer un pare-brise brisé, c'est une raison de sécurité, c'est un motif de sécurité parce que c'est une composante de sécurité de la voiture. Et ça, trop peu de gens sont au courant, en fait, c'est ça. Bien, ça a beaucoup évolué. Hein? La vitre, avant, elle servait juste à protéger du vent, des moustiques, des... C'est ce que moi, j'aurais pensé. Là, avant ta conversation, cette conversation-là, je ne savais pas que le pare-brise, c'est une composante de ma sécurité dans le véhicule. Bien, beaucoup plus qu'on pense, parce que le véhicule doit être de plus en plus économique, de plus en plus léger. Donc, à ce moment-là, il y a des pièces sur le véhicule qui doivent jouer des rôles qu'ils ne jouaient pas avant. Le pare-brise en fait partie. Le pare-brise, si tu enlèves une vitre sur un véhicule, la structure peut baisser de 30 à 40 de sa solidité parce que le pare-brise n'est pas en place. Donc, il fait partie maintenant de la solidité. Tu as un accident face à face, si ta vitre est cassée, le point que le véhicule est supposé de plier, qui est en bas du pare-brise, va plier dans la vitre. Un véhicule que la vitre est cassée, ça, à l'événement, je m'en parlais justement, qu'il y avait un monsieur qui fait de la... Tu parles d'un événement récent où j'étais, là? Oui, de Vitre Expert. Là où on s'est connus en passant. Oui. On s'est connus intimement dans un événement pour ses franchisés et il m'a invité comme conférencier. La partie, j'avais quelqu'un qui parle pas beaucoup, mais qui a à peu près une vingtaine de towing. Puis lorsque j'ai fait la formation du Vitre Expert, puis que je disais, si jamais tu fais un capotage, il y a une différence entre une vitre cassée ou pas cassée. Puis il dit, c'est tellement vrai que moi, quand j'arrive ces lieux, souvent, je suis d'un premier. Puis je pose tout le temps la question au client en disant, ou à la personne qui a eu un accident, ta vitre était cassée ou ta vitre n'était pas cassée, il dit, je sais tout le temps. Si l'habitacle est affaissé, la vitre était cassée. Donc, c'est vraiment un choix de sécurité. Oui. C'est intéressant que tu me dises ça parce que à la base, je t'écoutais, puis je n'ai pas eu tous ces détails-là, mais tu sais, à la base, je t'écoutais, je me dis, bon, ben, tu sais, des pare-brises brisés, je lave les chars, je vois des cracks, il y a une opportunité. Ben oui et non, tu sais, il y a une opportunité pour la personne qui dit, je veux vendre des pare-brises, mais il n'y en a peut-être pas vraiment du côté du client qui dit, ben, regarde, c'est de l'esthétique, puis moi, je suis capable de vivre avec une scratch sur mon pare-brise, comme il y en a qui vivent avec des scratchs sur leur voiture, puis ils répareront tout à fait. Là, tout à fait. Mais toi, tu dis, ah oui, mais c'est pas de l'esthétique, c'est un besoin de sécurité. Puis là, il y a des gens qui vont vivre avec le risque. Oui. De cette insécurité, mais d'autres vont dire non, moi, je vais me protéger. Moi, tu disais tantôt, ma ceinture est coupée en deux, je vais la faire réparer. Là, avec ce que j'entends, c'est mon pare-brise, il est fendu, je vais le faire réparer. Ouais. S'il y a un chip, peut-être pas. Bien, le chip, je te dirais, avec toutes les technologies maintenant de l'aide à conduite assistée, ADAS, qui, on le sait, là, de 2019, si tu veux, 2019, si tu veux avoir accès à la 5e étoile chez le manufacturier, tu dois absolument avoir de l'ADAS, aide à conduite assistée. Mettons, quand tu conduis ton volant qui te corrige, le cruise adaptatif et tout ça. Et toutes ces choses-là passent à travers des caméras qui sont situées en haut du pare-brise, dans lesquelles ça nécessite une calibration. Ces pare-brises-là, souvent, coûtent très cher à remplacer, à réparer. Donc, si tu as une réparation, c'est mieux de la faire que d'attendre. Avant que la scratch devienne une fente, là, une fissure. Parce qu'il y a des choses qui fait craquer beaucoup, c'est le changement de température, mais une des choses que je vois dans la rue ici, là, les dos down, quelqu'un qui s'en vient, qui est au téléphone en train de réfléchir, il y a juste un petit impact, il prend juste le dos down un peu croche, c'est assez pour faire fissurer à grandeur la vitre. Et là, tu te ramasses dans une transaction qui aurait coûté 100 une transaction qui peut en coûter 800 000 $.
Hey, on va arrêter parce que les gens vont dire là, on est en train de vendre des pare-brises alors que c'est une capsule, c'est une entrevue d'entrepreneur. Oui. Alors, j'aime ça, je trouve ça super intéressant. On en coupera peut-être un bout au montage, Oui. qui sait. Parce que l'important, c'est de revenir sur l'idée entrepreneuriale. Donc, tu vois un besoin dans le marché de pare-brise brisé que les gens auraient avantage à faire réparer pour des raisons de sécurité. Alors, maintenant, comment tu pars la patente? Tu dis, j'avais une franchise pare-brise, docteur du pare-brise. Oui. Tu copies le modèle du docteur du pare-brise. Comment tu pars ton affaire? Non, le modèle d'affaires, ce que je voulais, moi, c'est d'être concentré sur une chose, sur la vitre d'auto. Le modèle d'affaires de l'autre était beaucoup dans l'accessoire. Je trouvais qu'on était spécialiste dans tout, mais expert dans rien. Donc, pourquoi vitre expert? C'était ça. Je voulais être expert de quelque chose. Je voulais une durée de vie aussi. Tu sais, la vitre d'auto a une durée de vie dans le marché. Il y a plein d'items. Avant, je vendais des caméras de recul. À cette heure, c'est standard dans le véhicule. Donc, la vitre d'auto, elle a une durée de vie. Je m'apercevais aussi que les marges de profit sont intéressantes dans ce marché-là et que c'est un marché d'assurance. Donc, c'est un marché où le client... C'est l'assureur qui paye, finalement. Bien, en grande majorité. Donc, c'était tous des éléments que je me suis dit, je vais focusser dans la vitre d'auto. Le modèle d'affaires, ce que je voulais, moi, c'était d'être capable de parler au client, peu importe ce qu'il est. Il est chez le concessionnaire, il est dans mon lave-auto, il est dans un atelier mécanique. On a fait des salons de l'auto. 3 ans, on était à Montréal, 2 ans à Québec. Parce que les gens, lorsque ta vitre est parfaite, ne sont pas en mode achat. Contrairement à un autre véhicule, à des pneus, à n'importe quoi, souvent, tu vas être en mode achat, même si tu es encore correct. La vitre d'auto, une vitre qui est parfaite. La comparaison que je donne tout le temps, c'est carrosserie. C'est un comportement de carrosserie. Ton véhicule est parfait, tu n'iras pas chez le carrossier et dire « Peux-tu me faire un estimé si jamais j'ai un accident cet hiver? » Combien ça va me coûter? C'est ça. Ben ouais, Ça, c'est un non-sens. Exact. Même affaire vitre d'auto. Donc, quand ça arrive, à partir du moment où il y a un impact, comment le client se comporte, c'est un mode accident, et comment on fait pour être capable de l'intercepter. Donc, c'est d'être à plusieurs endroits en même temps. Chez le concessionnaire, l'atelier mécanique, atelier de carrosserie. C'est intéressant ce que tu dis parce que je vois que c'est pas juste une improvisation Non. Spontanée dans un marché qui t'apparaît intéressant. Il y a de la réflexion de dire, bon, ben où sont les clients? C'est quoi leur processus d'achat? Comment je peux développer une présence dans les points de vente potentiels de ces clients-là. Alors, donc là, je comprends ta réflexion. Comment tu l'as exécutée? Oui. Comment tu as passé de l'idée au concret? Bien, j'ai commencé par bien le faire chez nous. Puis ça a été jusqu'à... Donc, dans mon atelier à Drummondville. Et un moment donné, j'ai vu que ma formule d'affaires fonctionnait très bien par le volume que je faisais, puis on me comparait avec d'autres volumes d'entreprises ou de bannières. Et là, j'ai eu des gens qui se sont dit intéressés à « J'aimerais que tu structures quelque chose, j'aimerais le faire aussi chez nous. » OK, donc le besoin, pas le besoin, mais l'opportunité d'ouvrir des franchises, c'est venu de l'extérieur, c'est-à-dire... Ça m'a été demandé. Ça t'a été demandé. Un peu comme Cora de Souflidou, là, avec les restos Cora, quand on lit sa biographie, on apprend qu'elle n'a pas parti seule en disant « Je vais partir un réseau de franchises ». Parti en disant je pense avoir une bonne idée, puis j'ai un besoin à combler, puis finalement, c'est les clients qui vont dire j'aimerais ça en partir 1, puis 2, puis 3, puis oups, on connaît le reste. C'est un peu la même affaire chez toi. Puis j'aime pas les copier-coller. Donc, je voulais pas qu'on me dise que c'était une copie d'un autre. Je suis dans une industrie qui est mature. On s'entend, la vitre d'auto, il y a des joueurs qui sont mondiaux. Il y a un nom au Québec qu'on connaît tous Lobo. Lobo, qui domine pas mal. Là. Et il domine dans le comportement du consommateur, dans celui qui passe à l'action, c'est lui qui domine. Alors, comment tu rentres là? Ça aussi, je suis intéressé de t'entendre parler de comment tu rentres dans ce domaine-là, puis comment tu fais ta place dans un marché qui est complètement dominé par un joueur majeur qui est extrêmement bien établi. Là. Bien, je suis obligé de dire que c'est grâce à lui. En faisant ce que je faisais, je voulais absolument me différencier. Autrement dit, qu'est-ce que ce joueur-là fait de très bien? Bien, ça veut dire de la haute qualité d'installation, de la bonne information au client. Ça, c'est de l'authenticité. Donc, moi, j'adhère à ça. Donc, du respect pour ton concurrent, c'est beau, c'est une belle valeur. Oui. Mais en quoi c'est une opportunité pour toi? Parce que je voyais que leur modèle d'affaires était des modèles pignon sur rue. Ça veut dire que si tu veux passer à l'action, tu es obligé de te rendre chez eux. Puis moi, je voyais à l'interne, chez nous, que très rarement, j'avais de leurs clients qui étaient sur le bord de dire « Go, on va aller chez Lebeau », passaient chez nous. Oui, parce que toi, en fait, tu t'adressais à tous ceux qui ne voulaient pas aller chez Lebeau. Tous ceux qui avaient une scratch, puis je suis capable de vivre avec. C'est ça. Puis ce que j'ai su, c'est avec le temps, évidemment, les assureurs qui sont à travers le monde, eux veulent, justement, point de vue sécurité, être sûrs d'aller chercher les clients qui sont négligents, on va dire en guillemets. Et cette portion-là, dans la vitre d'auto, est 40 Il y a 40 des gens qui ne passent pas à l'action dans l'industrie mondiale, Québec-Canada. 40 dans une industrie où on se dit qu'au Québec, il y a 5 millions d'autos. C'est 40 de 5 millions, ça commence à être un marché. En tout cas, quand on fait un calcul, c'est intéressant. Est-ce que c'est 40 des propriétaires ou c'est 40 des gens qui ont une scratch qui ne passent pas à l'action?
C'est 40 du comportement de tous ceux qui vont avoir un impact. Sur 10 clients qui ont une vite parfaite, les 10, il y a un impact en temps réel. OK. Il y en a 6 qui vont passer à l'action, 4 qui ne passeront jamais à OK. l'action. Donc, tu dis 5 millions, 10 de ces 5 millions-là vont avoir un impact, donc 500 000. Il y a 40 de 500 000 qui ne feront rien. Ça, c'est ça. ton marché cible. Oui. 40 de 500, ça veut dire 200 000 par année, Oui. qui est une transaction de moyenne de combien pour le fun? Eh bien, on va parler d'une transaction moyenne de 700 $. Bon, ben, tu sais, 200 000 à 700, c'est quand même 14 millions. Hein. Oui. Ça? 200 000, 700. En tout cas, on fera la mathématique. Vous la ferez vous autres, OK? Là, on est en train de jaser, on ne fait pas de la maths. Bien, puis C'est un gros marché. C'est un beau marché. C'est pas un marché nécessairement séducteur à la base. Quelqu'un qui va dire pourquoi tu es allé dans ce marché-là. Moi, je voulais juste pouvoir utiliser mon muscle avec mon expérience que j'avais acquis. J'adore l'automobile, j'adore le contact avec les clients. J'ai été à la base celui qui parlait à 100 des clients pour comprendre c'est quoi, qu'est-ce qui le freine, sont où les choses, c'est quoi sa réflexion, qu'est-ce qui fait qu'il irait plutôt à un endroit qu'un autre. Puis en mettant de l'essai-erreur là-dedans, bien, je me suis aperçu que mon créneau était bien. Les assureurs ont parlé avec le joueur. 140 millions. Tu viens d'arriver à ton calcul. Fait que ça reste très intéressant comme marché. C'est 10 fois plus intéressant que tantôt. Oui. On va continuer. D'après moi, on va gagner un autre 10 parce que je me suis aperçu que plus je me développe dans ma formule d'affaires, je peux être dans une ville où je pourrais être dans 12 endroits différents. Et il faut comprendre, exemple, c'est un client qui est chez Hyundai. Si j'intercepte son opportunité de vite, il ne sortira pas de là pour aller chez Mazda pour se faire un prix. Donc, je peux être dans tous les concessionnaires d'une ville, intercepter dans tous ces concessionnaires-là sans avoir aucune compétition. Et c'est ce que, dans le fond, le Lebeau a accepté, d'avoir un autre joueur en haute qualité d'installation qui ne travaille pas le marché qu'eux autres ont. Même s'il Donc, en fait, ce que ton concurrent a dit, c'est, écoute, sais-tu quoi, moi, c'est pas mon marché. Tu fais une bonne job, ultimement, je te respecte. Tu sais, Oui. Je m'en vais pas à la guerre contre toi, là, parce que c'est pas ma nature. Alors, je vais rester fort dans ma nature, puis Oui. je vais te laisser jouer, puis prendre ta place dans l'autre 40 du marché que j'adresse pas anyway. Et ça va arriver qu'on va échanger parce que le marché a besoin que les gens travaillent ensemble. Tu sais, la compétition, là, Ouais. j'y crois dans la ville d'auto. Je pense qu'on voit présentement des gros indicateurs. Il y a des gros joueurs mondiaux. .s est un exemple. .s qui est à travers le monde prend une décision, une orientation vite d'auto, l'annonce beaucoup présentement. Puis je trouve ça intéressant de voir ce qu'ils veulent, c'est intégrer ça dans les hôteliers de pneus. Puis c'est sûr que c'est pas Vitrexpert qui ont gardé. Là. C'est vraiment, vraiment, il y a des gens intelligents qui ont pensé à ça. Et nous, on a la formule qui fonctionne dans ces marchés-là. Donc, ton idée, c'est celle-là. Il y a des gens qui viennent te voir pour partir des franchises. Comment ça marche? Tu n'as pas jamais fait de franchise avant. Alors, comment ça marche? Comment tu as créé un réseau de franchises, là, ne serait-ce que du point de vue légal? Bien, ça a été encore là de l'essai-erreur. Là, j'ai parti de quelque chose. J'ai parti de mon contrat que j'avais avec Dr. Dupabrise et je suis allé voir un avocat en disant, bien, voici les contraintes que j'aimerais mettre de différents. Contraintes étant moins de contraintes. Être plus, si tu crois dans ton concept, toi comme franchiseur, mets-toi en partant en danger, comme moi. Donc, si tu y crois, ça veut dire qu'au début, je ne ferai pas d'argent beaucoup, tu n'en feras pas beaucoup. Puis plus je vais en faire, ça ne me dérangera pas que tu en fasses parce que tu vas m'avoir aidé. Fait que c'était le principe de mon contrat de bannière était comme ça. Quelqu'un peut même, je ne crois pas au mariage forcé, quelqu'un peut quitter la bannière en dedans de 6 mois. La seule chose qui pour moi est importante, c'est qu'il ne se pose jamais la question, ça vaut-tu la peine de rester? Donc ça amène le franchiseur de faire souvent de la formation, des suivis, d'offrir une recette qui performe, offrir de l'accompagnement. Pour être capable d'aller chercher des volumes, des marchés encore là, puis de la connaissance, le plus bel exemple, c'est les concessionnaires. Aucune bannière de vite d'auto est rentrée dans des concessionnaires et moi, je suis maintenant rentré dans plusieurs concessionnaires. Et le fait que je ne sois pas un gros coût d'entrée, parce qu'on va toujours dire, vu que c'est un concessionnaire, il faut que ça coûte cher. Non. Si tu veux savoir l'information, puis tu veux travailler en équipe avec eux autres, c'est fais-leur faire de l'argent, ils vont te donner la bonne information, puis qui a du volume, c'est eux. Donc, j'ai rentré à des endroits qui achetaient 20 000 par année, des groupes de concessionnaires achetaient 20 000 par année, puis on est rendu à 200 000 par année d'achat 3 ans après. Donc, ton modèle, en fait, c'est un modèle à multifacette, dans le sens que là, tu as un réseau de franchisés. Un des arguments de vente que tu as pour recruter des nouveaux franchisés, c'est de leur permettre, dans certains cas, d'augmenter leurs revenus avec un produit additionnel, ou dans d'autres cas, d'augmenter leur pouvoir d'achat en se regroupant sous une même bannière, donc avoir des meilleurs prix, des meilleures conditions
à titre de client pour leur propre clientèle, donc à titre de client auprès de leurs fournisseurs Oui. pour offrir ultimement les meilleures conditions pour leur clientèle? La réponse est « et », parce que c'est vraiment un « et » entre les deux. Ça leur permet, ça leur permet de faire plus de transactions. Ils ont souvent à l'interne le plus gros volume potentiel. Tu arrives dans un concessionnaire qui ont 10 000 bons d'atelier. Le potentiel est déjà calculé. Là, on fait le ratio, tu suis la recette, tu présentes, tu n'as pas à faire des choses extravagantes et tu as des volumes incroyables que tu n'avais pas avant. Et ce volume-là, tu ne le voles pas à personne. Tu vas le chercher dans ceux qui ne faisaient rien. Pierre, j'aimerais ça qu'on démystifie quelque chose aussi. Il y a bien des entrepreneurs qui nous entendent et qui disent « Ah, un réseau de franchise, c'est le panaché, là, c'est la patente. Wow! Tu as combien de franchisés aujourd'hui? Là? 143. Là, les gens disent « Oh my God, il y a 143 franchisés. C'est le propriétaire d'une grosse business. » T'sais. Mais il faudrait démystifier ça parce qu'en fait, on va donner des faux chiffres, mais mettons qu'un franchisé fait 500 000 de chiffre d'affaires. Le franchiseur, donc toi, tu ne fais pas 500 000 de chiffre d'affaires. Donc, tu fais à peu près combien, juste pour le fun, de revenus qu'on peut transposer du franchisé vers le franchiseur? Ça peut ressembler à quoi? Si on calcule la redevance sur ses achats et on calcule la contribution qu'il paye mensuellement pour être dans le réseau, on va parler à peu près de entre 15 et 20 000 par année par succursale. Donc, c'était l'important de développer leur croissance organique et de développer le nombre au Québec. Bien, c'est bien important. Je ne ferai pas de mathématiques complexes, mais je veux juste que vous reteniez quelque chose de semblable. Il y a des gens, mettons, vont penser à une franchise de restauration qui est très simple à comprendre. Donc, j'ai 100 restaurants. Là, tu dis, ah, wow, monsieur Léger. Tiens, monsieur Léger, Jean-Pierre Léger, des rôtisseries Saint-Hubert, avait 115 restaurants qui étaient des franchises. Je pense qu'il y avait une quinzaine de corporatifs, donc de restaurants qui leur appartenaient. Le reste, c'était toutes des franchises. On ne peut pas dire que Saint-Hubert, monsieur Léger, a 115 restaurants. Il en a une quinzaine. Il a un réseau de restaurants d'une centaine de restaurants. Maintenant, si chacun des restaurants, pour faire de la mathématique facile, font 1 million de chiffre d'affaires, ça veut dire que la business fait 115 millions, 15 directs dans ses restaurants à lui, et 100 millions à travers son réseau. Ce 100 millions-là, à travers son réseau, ne génère pas 100 millions de revenus pour le franchiseur. Non. Il va générer, dans le cas, mettons, d'un Saint-Hubert, j'invente, mettons, 5 du 100 millions. Donc, ça va générer 5 millions de revenus plus le 15 de ces restaurants. Donc, le franchiseur, dans une histoire de même, ferait 20 millions de chiffre d'affaires, pas 115 millions de chiffre d'affaires. Le groupe brasse 115 millions de chiffre d'affaires, mais le franchiseur fait, dans l'exemple que j'ai donné, seulement 20 millions. Alors, et là, c'est parce que 3 restos corporatifs. S'il n'y en avait pas, il ferait juste 5 millions, 5,3 millions, je ne sais pas trop combien, là, mais 5,4 millions. Alors, ça change le portrait. Comment le franchiseur peut augmenter ses revenus? C'est souvent en disant, je vais devenir aussi fournisseur de mes franchisés. C'est-à-dire que je vais leur vendre du stock. Et en vendant du stock à mes franchisés, je prends un restaurant encore, si on dit que le coût, le food cost dans un restaurant, le coût des aliments, c'est 20 du chiffre d'affaires. Donc, je vais aller chercher un autre 20 millions de chiffre d'affaires en fournissant le 20 millions à mes franchisés qui en génèrent 100. Là. Donc, du coup, je viens d'aller chercher une bonne part de chiffre d'affaires aussi. Est-ce que tu as le même modèle chez vous? Est-ce que tu vends des choses à tes franchisés? On vend des choses, mais la grande partie, qui est la vente d'auto, évidemment, demande tellement des infrastructures énormes, des véhicules. Prenez un des fournisseurs, je pense que c'est pas loin de 600 véhicules sur la route. C'est des entrepôts à tous les endroits stratégiques, avec tous les enjeux de conduite hivernale. Donc, on est vraiment dans une situation que ça prend énormément d'investissement. Avec la manipulation de la vitre d'auto, c'est pas des pneus. Hein? Non, c'est complexe. C'est complexe. Il y a beaucoup de... Je sais que ce fournisseur-là est à 1 million de pertes en manipulation. Donc, cette partie-là, j'ai pris pour acquis que je vais faire un montant sur les achats que mes franchisés font. OK, bien, ils font tout ça, les franchiseurs. Il y a une ristourne qu'on appelle sur le volume d'achat qui revient généralement au franchiseur parce que le franchisé n'aurait pas accès à ce ristourne-là ou à cet escompte-là s'il était tout seul. Tu sais. Tout à fait. C'est vraiment le travail du franchiseur d'avoir regroupé tout ce monde-là pour lequel il retire une partie des revenus. Donc ça fait partie de ton modèle également. Oui. OK. Oui, puis faire monter le volume, tu sais, je peux faire monter mon volume. Mes succursales, un an après, vont toutes finir on va dire le 20 vont toutes finir par doubler puis redoubler dans un principe de 3 ans. Donc, si, exemple, il achetait 10 000 avant que je sois là, il achète 20 000, après ça, il achète 40 000. Plus que j'ai de succursales qui font ça, ça devient une croissance organique, un peu comme un revenu passif qui se fait à même la recette qui fonctionne.
Et après ça, bien, aller chercher des nouveaux joueurs dans les régions, c'est dans le but de justement être présent dans toutes les régions. Notre modèle d'affaires, on peut rentrer dans des municipalités de 700-800 habitants sans aucun problème. Et c'est surprenant dans ces régions-là, 2000 habitants, 3000 habitants, des volumes d'achat. Souvent, quand on va dollar pour dollar, là, même pas de faire de conversion, à quel point ces gens-là réussissent mieux des fois que des régions de 30, 40, 50 000 habitants. Donc, c'est des choses que si ma formule d'affaires n'avait pas été faite pour aller dans tous ces endroits-là, on ne serait pas au courant de ça. Ben non, ben non. Pierre, une question intéressante. Tu as démarré un réseau de franchises. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, c'est mieux de partir d'abord ta propre recette, donc ta succursale, tes 2, 3 premières succursales, et ensuite vendre des franchises, ou carrément designer la patente puis vendre à partir de zéro, le jour 1, des franchises? Bien, dans un marché, pour bien répondre, dans un marché comme la Ville de Tours, qui a des joueurs matures, il faut que tu partes tes premières... Il faut que tu fasses tes essais-erreurs, il faut que tu ailles au marché. Tu peux avoir une idée qui peut sembler parfaite, mais si elle n'est pas prête pour les clients, si les clients ne sont pas prêts à acheter ce que tu présentes ou de la façon que tu le présentes, selon moi, c'est une belle façon de se casser le nez. Moi, je suis plus genre, mon leadership fonctionne mieux lorsque je suis en mesure de le faire, de le prouver. Je l'ai fait, ça fonctionne. Je peux venir chez vous, je peux le faire chez vous, live, en direct. Il fonctionne, le concept. Moi, c'était beaucoup le réseau de franchise, c'était pour regrouper les gens. Je reviens dans le relationnel. Je crois qu'avec tout ce qui s'en vient transactionnel, automatisé, le web, ce que tout le monde a peur, tout ce qui va être relationnel, des réseaux de networking comme, exemple, VitreXpert, va développer une puissance ou une force de se développer en affaires, d'être agile, en étant plus léger. Pas des grosses infrastructures à supporter, trouver une façon technologique d'informer et de former nos gens. Donc, la structure de VitreXpert va avec un volume. Plus il va y avoir de succursales, plus ces gens-là on fait beaucoup de partage de connaissances. La qualité de la recette, là, on est rendu là, c'est beaucoup je fais souvent des points de contact, des rencontres sectorielles, des événements comme celui à lequel tu as participé. Et dans ces événements-là, je me mets tout le temps en danger. Tu sais, je remets en question des choses que des fois les gens vont dire t'as pas peur qu'ils te disent ça? Non, je veux l'entendre. Si on veut rester agile, il y a des gens qui vont nous dire des choses qui sont importantes. Et après ça, bien, on fait quoi avec? On le consolide, on le met en application. Donc, la recette évolue, avance. Donc, je reviens à la question rapide, un sommaire de la question. À la question, Pierre, est-ce que tu crois que c'est possible ou c'est mieux d'avoir des succursales corporatives avant de commencer à en vendre? Toi, tu penses que oui? Oui, minimum une. Minimum une. Pour prouver la recette, pour prouver que ça marche, puis après ça, tu peux vendre ça à d'autres. Quand tu te mets à vendre ça à d'autres, comment tu t'y prends? Parce que tu l'as vendu 142. En combien de temps, là? Combien de temps aujourd'hui? 6 ans. 6 ans, c'est quand même, c'est pas rien, là. Alors, comment tu t'y es pris pour vendre 142 recettes en 6 ans? Au début, ça a été vraiment d'aller voir... non, c'est d'aller voir les leaders dans un marché. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai sillonné le Québec. J'allais dans des régions, puis je faisais le tour. Ça veut dire, là, on se comprend bien, là. Prends ta voiture, on part, cogne à la porte, je m'en viens de présenter quelque chose à différents concessionnaires partout au Québec. Ça a été ton premier marché, le marché plus facile à conquérir, probablement. Concessionnaire a été mon dernier. Pour moi, là, j'y allais comme le hockey. J'aime bien le hockey, là, tu sais, junior majeur. C'était qui les premiers clients? J'étais dans le lavoto. Donc, c'est les premiers que je suis allé voir, c'est sûr qu'il y avait des lavotos, mais des lavotos un peu plus de haut niveau. Après ça, ça a été... C'est brillant, pareil, parce que tu connais leur langage, tu connais la business, tu es là-dedans. Atelier mécanique a été le deuxième. Où est-ce que j'ai vu qu'il y avait une difficulté? Là, c'est là l'histoire de la difficulté. Atelier mécanique, le véhicule est de plus en plus fiable qu'avant. Donc, en étant plus fiable, moins de réparations, moins de changements d'huile, moins de visites. Donc, à ce moment-là, eux avaient des fois des super belles entreprises avec du vieux gagné, l'expression. Et ils cherchaient des solutions. Donc, la Ville d'auto pouvait se faire à même les opérations. C'est un revenu incrémental pour eux autres. Tu es arrivé là avec une solution à un problème pour eux autres de revenus. Et voilà. Brillant. Donc, les ateliers, puis ensuite les concessionnaires automobiles. Puis le concessionnaire est venu parce que j'avais des fois des gens qui avaient un atelier mécanique qui était concessionnaire. Là, j'ai commencé. Moi, ce que je veux savoir, c'est que tu les as toutes cognées un par un aux portes ou tu les as vus dans des trade shows? Tu as eu des campagnes de publicité marketing direct? Ou une combinaison de tout ça? Comment tu t'y es pris là, de développer ça? Dans mon côté, où ce que je veux tout le temps être en mesure de le faire pour le prouver. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé les formules en fonction de l'atelier mécanique. J'étais dans l'atelier mécanique. J'en ai fait plusieurs de différentes bannières. Puis à un moment donné, la bannière a dit « On aimerait ça vous rencontrer ». Là, j'allais voir à la tête de la bannière. Eux ont dit « À partir de maintenant, on aimerait ça vous présenter à notre réseau ». Donc, je suis allé dans des événements de cette bannière-là. Exemple, Uniselect, qui détiennent 600 ateliers au Québec, qui ont un réseau de carrosserie qui est Procolor. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à être dans leurs événements.
Car Expert a été un peu la même chose. On est arrivé, il y avait plusieurs choix sur le marché. Le seul qui était agile, qui pouvait rentrer dans un concessionnaire sans changer l'image du concessionnaire, puis qui pouvait opérer, c'était nous. On avait déjà plusieurs concessionnaires qu'on pouvait prouver. Donc là, on est arrivé chez Car Expert et là, on se développe. Là, c'est sûr que le développement part de... On en fait quelques-uns, on arrive en haut. En haut nous amène après ça à une autre étape. Présentement, on a encore 2 autres réseaux de très haut volume. Puis là, j'ai 2 réseaux que je fonctionne très bien. J'ai des bonnes histoires à succès, donc des preuves de concept. Et là, j'ai 2 autres réseaux qui veulent arriver aussi. En tout cas, une chose est claire, tu es un bon vendeur parce qu'à chacune des questions que je te pose, on ramène sur... tu es quasiment en train de me vendre des franchises de chaque fois, fait que c'est extraordinaire, c'est rendu naturel chez toi. Les gens qui nous écoutent sont des entrepreneurs qui veulent s'inspirer. Qu'est-ce que tu peux leur partager comme, je dirais, comme expérience maintenant que tu es un vieux sage? Là. Quel âge as-tu, Pierre? 48. Donc, tu es un vieux sage pour bien des entrepreneurs. 48, ça fait 20 quelques années que tu fais de la business. Qu'est-ce que tu peux partager là, comme apprentissage? Tu sais, si tu as 2 ou 3 conseils à donner à des jeunes qui t'écoutent, là, des jeunes pas d'âge, mais jeunes d'expérience, qu'est-ce que tu leur dirais? Bien, je leur dirais de croire en leur projet. Et d'y croire, c'est de valider, d'aller au marché. Ça, c'est important. Tabarouette, ce que tu viens de dire. Parce que croire, moi, j'aime pas ça. C'est croire que la terre est plate, là, ça marche pas. Là, mais... D'aller au marché. D'aller au marché, puis c'est là que tu vas tester ta passion. Parce que c'est sûr que lorsque tu vas au marché, tu vas être souvent confronté à des gens qui vont dire non, ça ne marchera pas, non, ça ne marchera pas. Si tu y crois, s'il y a un marché, s'il y a un besoin, répondre à un besoin. Je pense que c'est arrêter de penser qu'on va évangéliser le marché. Là, on a une nouvelle façon de faire, puis ils vont tous penser comme ça. Moi, je ne suis pas de ce type-là. Donc, être sûr que tu réponds à un besoin. Donc, trouve les difficultés dans le marché, réponds à un besoin, structure-les. Premier bon conseil. Deuxième conseil. Te structurer en faisant ta preuve de concept. Ça veut dire que si, dans mon cas, fais ton atelier, monte... être capable d'écrire ce que tu fais de bien, puis être capable de l'enseigner à quelqu'un. Parce que aussitôt que tu l'enseignes à quelqu'un, ça veut dire que tu le maîtrises. Tu le maîtrises. Et là, être capable d'avoir des chiffres, être capable de montrer qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui devrait t'améliorer. Prouver ton modèle mathématiquement aussi, de façon rationnelle, pas juste émotive. Je dirais toujours être en train d'apprendre. Ça, c'est super important. Parce que tu n'as peut-être pas toutes les connaissances et les compétences pour le marché où ce que tu t'en vas, mais par contre, tu as l'obligation d'aller chercher ces compétences-là. Je ne veux pas plugger Alias pour ça, mais pour moi, ça en est un outil. Il y a beaucoup de choses... Non, tu peux le plugger, Alias, j'aime ça. Moi, tu plugues Alias. Après tout, les gens écoutent ça sur Alias. Moi, dans mes déplacements, évidemment, je fais beaucoup de déplacements, donc j'écoute pas, je regarde pas la vidéo, mais j'écoute. Fait que je sais que j'ai une rencontre avec tel genre de groupe de personnes. J'ai déjà écouté des capsules. Celle-là, elle me parle beaucoup. Je la fais jouer. Quand j'arrive, juste avant de rencontrer les gens, je suis prêt, j'ai la notion en tête. C'est good. C'est d'aller t'inspirer puis te former. Être capable aussi d'avoir l'ouverture d'entendre ce que les gens ont à dire. Ça veut dire que l'ouverture va peut-être faire changer ton plan, mais jamais ton objectif. Il faut que ton objectif soit clair, mais ton plan, il faut que tu sois capable de le moduler. Je pense que c'est la même chose tellement, c'est important. Dis-moi pour conclure, Pierre, qu'est-ce que tu vois comme défi maintenant là, pour l'entrepreneur Pierre Lévesque là, pour les prochaines années? C'est quoi ton prochain grand défi? Là? Ça serait de réussir à, maintenant que j'ai ouvert, moi j'irais même, j'ai ouvert l'eau. Je viens d'ouvrir ça, là, on peut marcher entre les deux. C'est être capable de bien avoir l'équipe pour passer à travers parce qu'on a le double, le triple de possible d'ouverture. Donc, comment réussir à tout faire ça en structure? Maintenant, on a le marché. Souvent, je t'entends dire, commence par avoir des ventes. On les a, les ventes. J'ai facilement plus du double qu'on peut concrétiser. Là, ce qui me manque, c'est la structure, l'argent, l'équipe, la gestion, des gens qui vont avoir des compétences complémentaires à moi. Ce qui est le fun, c'est que ça n'arrête jamais. Hein, parce jamais. Que 142 franchisés, on pourrait dire, pour un paquet de monde pourrait dire « Oh my God, la game est finie ». Non, il y en a encore, il y a beaucoup à faire encore et ça n'arrêtera jamais. Là. Je parlais de Jean-Pierre Léger tantôt, c'est un ami à moi, Jean-Pierre. Puis au-delà de 70 ans, à l'époque, on jasait, puis il y a encore plein d'ambitions, plein de potentiel, plein d'idées de développement. Alors, bravo, je te souhaite bonne continuité, puis merci beaucoup de t'être prêté au jeu et d'avoir partagé ton expérience avec les membres d'Alias Entrepreneurs. Ça fait plaisir.